Depuis que je me suis fait agresser, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai peur des hommes. Mais par exemple, j'ai peur de me retrouver seul dans une pièce avec un homme. Maintenant, en fait, automatiquement, dans ma tête, je me dis n'importe qui peut me faire la même chose qu'on m'a faite. S'il y a érection, ça veut dire qu'il y a envie. Non, je suis un peu mitigé. Moi, je mets rouge. J'ai un avis nuancé là-dessus. Tu te lèves le matin, on a tous connu ça. Hein, tu te lèves le matin, bam, tu bandes. La personne à côté de toi va penser que tu as envie de faire quelque chose. Mais est-ce que Eh ben non. Non, mais franchement, c'est pas parce que tu as une érection. Moi, je pense qu'à priori, si tu as une érection, on peut même te forcer à en avoir une. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Parce que c'est une réaction normale en fait du corps humain. Et des fois même des circonstances où t'es pas dans un cadre sexuel, où t'as une érection. T'es à l'école, il se passe rien de spécial, t'as une érection. Je pense que par rapport au sujet des agressions sexuelles et des viols, le problème avec les hommes c'est que quand t'es un homme, bah justement t'as ce truc d'avoir une érection qui entre guillemets donne le signal aux gens que t'as envie chez la femme. Il y a rien qui te permet entre guillemets de voir physiologiquement que la personne... Attends, moi j'ai déjà entendu que ouais, elle mouille donc c'est bon, tu vois. Oui mais c'est pas quelque chose que tu peux voir dans l'immédiat, tu vois, c'est pas visuel, tu vois, alors qu'une érection c'est quelque chose de beaucoup plus visuel. Étant donné que ton pénis c'est ton organe sexuel, forcément les gens partent du principe que dès que tu as une érection, ça veut dire que tu es disposé à faire quelque chose et que tu as envie de faire quelque chose. Que moi par exemple, pour reprendre mon cas, un truc qui m'a été reproché pendant longtemps quand je me suis fait agresser, c'était le fait que j'avais une érection pendant mon agression. Et du coup, on m'a reproché pendant très longtemps qu'en fait j'en avais envie, mais que je voulais juste faire des histoires et faire un drama parce que j'avais bandé pendant mon agression sexuelle. Pour moi, les deux n'ont absolument rien à voir en fait. Je crois que dans ce point de vue, il faut faire une différence entre la réaction du corps et ce qu'on pense. Si je suis pas prêt, je suis pas prêt. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à intégrer cette notion de consentement. Pour eux, un sexe en érection, c'est une invitation. Donc par rapport au consentement masculin, on le prend trop pour acquis. Non, il y a des moments où t'as pas envie, il y a des moments où t'es pas dans le mood. Et tout ça, je pense qu'on minimise ça chez l'homme. Moi, personnellement, j'ai vécu, mais après, bon, je ne me considère pas comme une victime. Je tiens à le dire, les gars, je suis pas une victime, ok? Mais il fut un temps où je ne connaissais pas la femme. Et là, c'était une soirée comme ça où j'ai une belle cousine à moi. Elle m'appelle et tout, elle me dit « Ouais, il y a une soirée et tout, ce soir et tout. » Ok, j'ai rien à faire, c'est tout, vas-y, y a pas de problème. Et je me rappelle le contexte, je venais de perdre mon père, donc moi, comme je voyais des gens, voilà, fumer, ils buvaient, etc., moi, c'était pas mon délire. Et du coup, je m'isole dans la chambre et tout, je regarde des vidéos de François Lambrouille sur YouTube, je me rappelle. Et à un certain moment, on appelle, elle est bloquée et tout. Je sors de la chambre, je fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Je vois la meuf, elle est bloquée dans les toilettes. Moi, je mets un gros front kick, hein, tac, j'ouvre la porte et tout, la meuf, elle était là, en mode, les gens étaient là, putain, t'as une force et tout. Ils me disent que ouais et tout, et apparemment, la meuf, elle m'a kiffé. Donc, je me dis, allez, y a pas de problème. Pas d'échange de bisous, pas d'échange physique, rien. Je vais directement dans ma chambre, la meuf elle me suit. Elle me suit et tout, et puis elle ferme la porte. Je fais, vas-y, c'est tout. Je fais, ouais, tu regardes quoi et tout? Je fais, oh, je regarde des vidéos de François Lambrouille. Il fait, ouais, t'as de la force, j'espère que commence à faire des allusions, tout ça, tout ça. Jamais dans ma tête, je me suis dit, ce soir, je vais ken. J'étais vraiment aux antipodes de cette pensée-là. J'étais pas du tout dans le mood. Je fais, tu vas pas que ça, il fait, non, moi je veux, on va faire des bails et tout. Elle me dit, ouais, toi et moi, tu sais pas qu'on va ken en fait. Et je lui dis, non, on va pas ken. Donc je lui dis clairement, je dis, non, on va pas ken. Elle force, je dis mais écoute, je t'explique. Moi je suis pas dans le mood, je vais pas t'expliquer pourquoi, mais de toute façon, moi j'ai jamais touché à une meuf et je compte le faire le jour du mariage. Bon, la meuf, elle m'a fait une fellation. Mais je sais pas ce que j'avais jamais vécu ça avant, donc pour moi c'était choquant. Donc sur le coup, je me dis putain, c'est un truc de ouf, mais en même temps je culpabilise parce que je me dis putain merde, je commence à faire tout ce qui est sexuel et tout. En même temps, t'as la pensée de ta foi, ton père et tout. Je comprends. Donc j'étais pas du tout dans le mood. La meuf, elle comprenait pas ça, elle insistait, elle voulait carrément coucher quoi. Bam, elle essaie de me forcer. Je fais oh. Vraiment, elle essaie de descendre, elle descend, elle se déshabille en mode tac, comme dans les films et tout, tu vois, les films de porc et tout. Moi, je suis là en mode oui, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi, tu vois? Au final, on l'a pas fait. Je vais aller aux toilettes et tout, et j'ai la porte, elle est fermée. Je dis, mais t'as foutu quoi avec la clé et tout? Je fais non, je l'ai jetée à travers la fenêtre. Je fais, je te crois pas et tout, donne-moi la clé. Elle fait non, elle commence à s'énerver et tout, et là, elle s'énerve et tout, changement de comportement, changement de. C'était en mode ouais, non, ça c'est pas ce que tu fais, tu me chauffes, ok? Alors, j'ai eu aucun geste envers elle, tu me chauffes et tout, tu veux pas faire profiter de ton corps. Je te pose une question par rapport à ça. Quand elle t'a fait la fellation, du coup, au départ, t'avais pas d'érection, du coup, quand elle voulait te faire. Elle me touchait. De base, je bandais pas, rien du tout. Elle était à côté de moi, rien. Après, elle a commencé à me toucher. Elle l'a pris comme un signal. Voilà, ok. C'est là où je voulais en venir, mais j'ai oublié de. Ok, d'accord, ok. Est-ce que t'as culpabilisé du fait de dire putain, comme j'ai eu une érection, ça veut dire qu'entre guillemets, je lui ai laissé la possibilité de. Exactement. Ok, d'accord. Mais ça, j'ai pas compris, même. Je l'ai compris des années après. Ok. J'ai pas compris tout de suite. Pour moi, une victime du viol, c'est. Ou d'agression sexuelle, enfin, d'agression sexuelle qui subit des attouchements. Il y a le fait que le consentement ne soit
soit par là. Quand tu fais un acte sexuel, il faut être prêt mentalement, il faut être prêt. Il y a le corps, mais il y a aussi le mental. C'est tout. Pour moi, le consentement, c'est que tu l'as décidé. C'est pour ça que maintenant, on essaye aussi d'expliquer que ça ne doit pas toujours avoir le nom de viol. C'est pour ça qu'on parle aussi d'actes sexuels sans consentement. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ont très difficile d'appeler ça un viol. Je crois que c'est aussi un peu dans ton cas parce que tu ne vois pas ça comme un viol et tu ne te vois pas comme victime. Mais c'est quand même important de quand même nommer la chose. Il s'est passé quelque chose où tu n'étais pas, honnêtement, tu n'étais pas d'accord. À partir de quel moment on peut considérer qu'on est une victime? Parce que tout ce que tu es en train de décrire là, c'est absolument caractéristique d'une victime d'agression sexuelle. J'ai même envie de dire une victime de viol en fait. Donc je comprends pas pourquoi toi tu te considères pas comme une victime. Tu peux dire que ça te définit pas. Moi c'est mon cas, moi je me considère comme une victime mais ça me définit pas au quotidien. Mais je sais pas pourquoi dans ta tête tu veux pas avoir cette étiquette de victime parce que j'ai l'impression que tu mets une connotation péjorative sur le terme alors qu'il y en a pas en fait. Je mets une connotation qui est peut-être péjorative parce que je fais une distinction entre l'homme et la femme, clairement. Moi, si par exemple, elle m'avait mis un god, elle m'avait enculé. On va parler cash. Là, je t'aurais dit, j'ai été victime de viol. Je connais plusieurs personnes qui ont été victimes de viol. A priori, je sais observer. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je sais observer ce que ça fait et les répercussions que ça peut avoir. Je n'ai pas eu ça. C'est bizarre, je donne toutes les caractéristiques d'une victime, mais je ne me considère pas comme telle parce que pour moi, le viol, c'est beaucoup plus un titre. Pour moi, c'est un truc qui concerne beaucoup plus les femmes. C'est pas moi, moi, je vais me faire violer, quoi. Mais non. Les hommes ayant subi des agressions sexuelles ont peur d'être perçus comme faibles. Ah non, 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 non. Ah, mec, clairement. Moi, je dis oui. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce qui est dit sur ce papier et je trouve que ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça le prouve en fait. Parce que je pense que le fait que tu ne veuilles pas te considérer comme victime, c'est parce que tu as peur peut-être qu'on te perçoive comme quelqu'un de faible. Je peux donner mon opinion sur ta situation. Je comprends que tu ne veux pas te définir dans cette case. Mais seulement, moi, ce que moi je ressens quand j'entends ça, ça me fait pas du bien d'entendre qu'est-ce que tu dis. Ouais, moi aussi. Parce que, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Honnêtement, parce que tu es en train de changer la définition d'une victime et ce n'est pas chouette parce que ce que tu as vécu, c'est grave. Et comme tu le dis, c'est comme si tu vas diminuer la gravité de la chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été violé par derrière que tu n'as pas vécu un viol. Juste pour revenir sur mon histoire, moi, je me suis fait agresser dans une salle de sport. J'avais un coach sportif qui m'entraînait depuis des années. Il est parti en congé. Il y en a un autre que je connaissais très très bien qui m'a proposé de me coacher. J'ai accepté parce que j'avais confiance en lui. À la fin de l'entraînement, il m'a caressé, il m'a masturbé, tu vois. Quand je te raconte ça comme ça, tu dois te dire, c'est pas un truc de ouf. Moi, pendant 4 ans, cette histoire-là, le simple fait d'avoir reçu une main, une caresse, un truc qui normalement, tu vois, c'est gentil, une caresse sur mon sexe, ça m'a traumatisé pendant 4 ans, au point où, pendant 4 ans, je pensais à comment j'allais me tuer, tu vois, tous les jours. Je trouve que quand toi, tu dis que tu minimises certaines choses là par rapport à l'agression sexuelle que tu as subie et que tu dis qu'en gros, c'est pas si grave que ça ce qui t'est arrivé, ben en fait, moi, je me suis retrouvé confronté à des gens qui justement comprenaient pas pourquoi j'étais dans le mal par rapport à ce que j'avais vécu, pourquoi j'étais en souffrance pendant 4 ans, pourquoi j'avais besoin de voir un psy, pourquoi j'ai pensé à me suicider, pourquoi j'ai essayé de me suicider. Et en fait, me retrouver à ces gens-là, c'est ça, face à ces gens-là qui pensaient de cette manière-là, c'est ça qui m'a encore plus détruite. Mais quand je me retrouve à côté de toi et que je vois que tu racontes ton agression sexuelle et que tu la minimises et que tu refuses de te mettre dans cet état de victime alors que c'est ce que t'es, tu vois, et qu'en plus de ça, t'as été victime de viol, c'est un truc hyper grave. Ça contribue à perpétrer les clichés que les gens ont justement sur les personnes qui sont victimes de ce type de violence. Et c'est pas comme ça qu'on va avancer en fait. Quand je vous écoute, je vous entends parler et que vous mettez en garde sur le fait de pas minimiser ce que j'ai vécu. Justement, rien que la manière dont vous parlez de ce que j'ai vécu, j'ai pas l'impression que j'ai vécu ça comme ça. Et quand tu me parles de ce que t'as vécu, pour moi, je me dis c'est un truc de ouf. Okay. Et je ressens pas. Je comprends. Tu vois un peu ce que je veux dire. Même si pour toi, ce n'est pas le ressenti que tu as, essaye de faire attention à ce que tu dis parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont nous écouter et ça va venir très fort. Parce que pour moi, c'est très sensible et d'avoir entendu ça, c'était un peu où je devais reprendre mon souffle parce que ça fait du mal. Je voulais te poser une question parce qu'il y a un truc qui m'intéresse en fait, Mala, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été agressé par une femme en fait. Est-ce que tu penses que toute la réflexion que tu as autour de ton viol, elle serait différente si tu avais été agressé par un homme? Oui, bah, j'aurais clairement considéré ça comme un viol. Dans l'aspect viol et agression sexuelle, c'est vrai que je dois avouer que l'homme a une position vue différente. Il y a une vue différente sur l'idée d'un homme violé, parce qu'un homme est souvent vu comme plus fort. Moi, honnêtement, j'ai toutes les caractéristiques pour dire que je suis un homme fort, je suis grand, je suis assez baraki. Peut-être que physiquement, je suis un homme fort, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans l'aspect
mental que je suis aussi fort ou que, par exemple, c'est pas parce qu'on est fort que ça peut pas se passer. Il y a d'autres façons d'y arriver au but pour avoir quelque chose. Mais donc, j'avoue que quand j'explique ma situation dans d'autres contextes, j'ai déjà eu beaucoup de femmes qui ont été violées, qui m'ont attaqué moi parce qu'ils ne comprenaient pas que j'osais me présenter comme une personne qui avait été violée. Et ça a fait beaucoup de tort et ça m'a fait aussi beaucoup de difficultés dans mon processus d'accepter que j'ai été violée. Ouais, moi je pense qu'en fait il y a clairement un blocage qui est dû au fait que l'homme il doit avoir une image forte dans la société. Tu vois, moi je sais que par exemple, même quand j'ai été voir un psychiatre pour régler ce problème-là, on m'a ramené à des clichés, des stéréotypes par rapport à l'homosexualité et le fait que j'étais en position de soumission par rapport à un autre homme, tu vois. Et en fait, mon psychanalyste, clairement, il disait que je faisais un transfert. Il m'a posé des questions un peu bizarres. Est-ce que ta copine est noire? Ton agresseur, il était noir? Et du coup, en fait, ça veut dire que tu cherches. Ouais, c'est bizarre, hein. Tu cherches en fait à reproduire, à retrouver ce sentiment que t'as pas réussi à intégrer, que t'as pas réussi à assumer. Du coup, c'est pour ça que ta compagne est noire, parce qu'en fait, tu cherches à retrouver cette... Ouais, bref. Pour moi, je crois que la partie après, pour toi, n'a pas été aussi grand. Et donc, de ce fait-là, tu vas un peu le diminuer. Mais je trouve que le fait, il faut pas le diminuer. Que après que tu dises que tu en as pas autant souffert, ça c'est ton droit et ça c'est ta vie. Mais je crois que le faire, c'est clair pour tout le monde, ça doit être c'est un viol, point barre. En vous entendant, en ayant des exemples concrets de viol, que ce soit dans la société que tout le monde a connu ou que ce soit des personnes proches, je ne vois pas que j'ai les mêmes conséquences et je ressens pas ça comme tel non plus. Okay. C'est-à-dire, c'est pas que je me dis « Oh non, je pleure pas, je pleure pas ». C'est vraiment moi, je pleure pas, je te vois en train de pleurer et pour moi, je dis « Mais je pleure pas ». Ok, d'accord. Disons que mon histoire, un peu dans ce contexte-là, j'avais dans le temps un petit ami qui avait un bar gay ici. On avait fini notre relation, mais je suis quand même resté là parce qu'on était fini en amitié. Le problème, c'est qu'il y avait un groupe de gars qui avaient fait un pari, le premier qui coucherait avec moi. Et malheureusement, leur jeu n'était plus amusant pour eux. Ils se sont amusés à mettre quelque chose dans mon verre. J'ai réagi très mal sur le médicament, donc j'ai tout oublié. Et pendant plusieurs jours, j'étais parti. Il y a eu des moments où je sentais des choses, où je revivais des choses. Mais je me souviens, après 3-4 jours que je suis retourné en bus, je ne savais plus qu'est-ce qui s'était passé. C'était très compliqué et le plus difficile, c'est parce que j'ai été violé vraiment agressivement avec des cicatrices et douleurs. Mais aussi, qu'est-ce qui était difficile, c'était que c'était plusieurs hommes. Au début, je ne voulais pas le croire. Et puis quand tu as aussi eu l'aide qui n'était pas bien après, on m'a fait croire que j'étais en train de m'imaginer. Et c'est que quelques mois après, quand on remarquait que j'avais des cicatrices anales et que ma santé a dégradé énormément, que c'est là où je me suis dit le sentiment était juste et j'aurais pas dû le croire. Alors, les hommes ayant subi des agressions sexuelles n'en ont souvent pas conscience. Bon, c'est parfait. Oui et non. Non dans mon cas, oui dans le cas général. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, il y a souvent un déni, c'est-à-dire que sur le coup, on ne réalise pas ce qui nous arrive parce qu'en fait, chacun a sa perception de ce qui est une agression sexuelle, chacun a sa perception de ce qui est un viol. Même au niveau de la loi, des fois, c'est pas très clair. On voit qu'il y a certaines affaires où c'est pas forcément très clair. Enfin, en tout cas, en France, c'est le cas. Et moi, pour reprendre mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps avant d'internaliser le fait que ce que j'avais vécu, c'était une agression parce que pour moi, une simple caresse, ça pouvait pas être justement au même niveau qu'une personne qui se fait sucer sans son consentement ou une personne qui, enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais pour moi c'était tellement quelque chose d'anodin que en fait, ouais, j'étais dans un déni total. Moi j'ai mis les deux couleurs parce que je dois avouer, ça dépend aussi dans quel groupe tu es. Parce que par exemple dans le monde homosexuel, LGBTQ, quand tu es déjà dans les organisations, tu vas plus vite rencontrer l'aspect, le sujet, et ça va aider aussi à plus vite reconnaître. Les femmes, c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'ils savent plus vite qu'ils ont été violés, parce que c'est un sujet qui est beaucoup parlé. Mais chez les hommes, j'ai envie qu'on en parle plus, j'ai envie que ça devienne un sujet dans les médias, qu'on ose dire ces choses-là, parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, je reçois souvent la situation qu'ils ont vécu une chose comme ça et que je dois leur dire, mais tu avais le droit de te sentir mal, tu avais le droit de dire non, tu avais le droit en parler avec un psy et pour eux, ils n'ont pas eu un viol.
Un homme, par exemple, quand il va se faire violer, tout de suite, on va dire « Ah, ça y est, on l'a privé de sa virilité, c'est une honte pour lui. Comment il va pouvoir coucher avec une autre femme maintenant qu'il s'est fait violer par un homme ou une femme ?» Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un tas de clichés comme ça qui font que quand t'es un homme, en fait, c'est hyper avilissant de se faire violer ou de se faire agresser sexuellement. Pour une femme aussi. Mais je veux dire, les retombées sont pas les mêmes et la perception que la société a toi est différente, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui en parlent pas, en fait, parce que c'est honteux. En fait, je pense qu'il y a tout ce problème de masculinité toxique, etc., qui fait que entre hommes, c'est compliqué d'aborder ce genre de sujet. Et moi, je me rappelle quand j'avais été en parler avec des potes à moi, qui sont pourtant des potes de confiance et des potes intelligents avec qui je sais que je peux avoir des conversations, bah on me disait « Ah, c'est chaud, gros, j'espère que ça va bien se passer. » Enfin, c'est tout. mais du coup, je pense que c'est pour ça aussi que c'est hyper compliqué pour les hommes de trouver de l'aide dans ce genre de situation, parce que c'est compliqué pour eux d'avoir du soutien, en tout cas, soit de leurs amis masculins, soit des membres de leur famille masculins quand ils osent en parler. Parce que moi, j'ai l'impression que quand j'en parle à des gens, c'est les hommes et aussi gays ou hétéros, ils disent « Ah, c'est fort de toi », mais ils ne veulent pas continuer à en parler. Oui. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir une relation et j'en parle. Ils fuient, hein. Et donc, le soutien entre hommes, c'est pas toujours idéal, surtout sur ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur. Est-ce que ça a à voir parce qu'ils ont peur de perdre leur masculinité en parlant? Je ne sais rien, mais c'est ennuyant. Je sais pas si c'est une question de peur de perdre sa masculinité, mais je pense que c'est juste l'éducation dans laquelle on est, en fait. On n'a pas été conditionné dans nos têtes à se dire « Ah, ça pourrait arriver à l'un d'entre nous », et du coup, on pourrait céder. J'ai entendu le terme de masculinité toxique, etc. Et que le fait qu'on n'en discute pas, qu'on n'est pas soutenu par nos amis, vous allez peut-être rebondir ce que j'ai dit, que quand j'ai discuté de ça avec mes amis, personne autour, ni homme ni femme, m'a parlé d'agression sexuelle. Mais personnellement, entre gars, on parle pas, on voit pas ça sérieusement. Agression sexuelle sur un... Moi, je vais parler de ça, mon pote, il va me dire « Ouais, tu t'es fait agresser sexuellement. » Mais dans quel monde? Pour le soutien psychologique et thérapeutique, c'est un peu compliqué. On a jugé énormément parce que le psychiatre en a fait que je participais à beaucoup d'orgies, quand c'était pas le cas. Le problème, c'est que ça, à cause de ces jugements, j'ai eu 2 ans de psychiatrie pour réaliser qu'à la fin, ah oui, mais Kevin, t'avais raison, t'as un traumatisme et on sait pas t'aider en psychiatrie. Et moi, j'ai fait confiance, j'ai même parfois des moments où on m'a dit que j'étais en train de m'imaginer la chose. Je l'ai cru aussi. Plus en plus, je n'arrivais plus à manger, j'avais plus envie de sexualité, tout ça, et on m'a toujours fait croire que j'étais en train de me faire une idée. Après plusieurs années, je me dis, mais comment un psychiatre ose dire ça? J'ai une fois essayé de me suicider parce qu'on ne me croyait pas. Même en psychiatrie, j'ai pas eu l'aide que j'aurais dû avoir. Et aussi bien, les patients étaient durs contre moi parce qu'ils disaient que j'étais un homme et donc je ne pouvais pas avoir de l'aide pour ça. Bah moi, j'ai vu plusieurs professionnels parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, c'est compliqué de trouver de l'aide parmi notre entourage, etc. Mais parmi les professionnels de santé, c'est encore pire, moi, je trouve. Enfin, je sais qu'il ne faut pas généraliser, mais moi, maintenant, j'ai une très mauvaise image des psychiatres. Je pense que j'y retournerai plus jamais. En fait, moi, j'ai mis du temps à avoir un psy, déjà, pour commencer, parce que j'ai fait une amnésie, en fait, traumatique par rapport à mon agression. Ça veut dire que pendant 4 ans, je me souvenais plus de ce qui m'était arrivé. Mais juste, j'étais pas bien, en fait. Tous les jours, tu te réveilles, tu vas pas bien, mais tu sais pas ce qui t'est arrivé. Et en fait, un jour, comme dans les films, genre je me suis réveillé et boum, tout m'est revenu dans ma tête, tu vois. Comme je fais de la création de contenu sur internet, un jour dans un live, j'en ai parlé comme ça, je parlais de mon agression et c'est comme ça que mon père, en fait, il a vu en live que je m'étais fait agresser sexuellement parce qu'il le savait pas. Il m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir quelqu'un. Moi, je savais pas qui voir, en fait, parce que personne nous dit, dans tel cas, il faut aller voir tel spécialiste et puis comme c'est un sujet tabou, bah, c'est grave compliqué d'en discuter avec la famille, avec les amis, personne sait forcément où te diriger, tu vois. Donc moi, j'ai été sur Doctolib, j'ai pris le premier psychiatre que j'ai trouvé et je me suis dit, bah, un psychiatre, c'est un psychiatre, quoi. Puis resté 3 séances avec lui et quand je lui ai expliqué un petit peu ce qui m'était arrivé, déjà il a vachement minimisé en fait ce qui m'était arrivé. C'est juste ça en fait ce qui vous est arrivé, c'est bon, c'est pas un truc de fou. Il y a des gens à qui ça, il arrive pire en fait, donc genre estimez-vous chanceux quoi. Quand je suis parti le voir, ça a été pire en fait. C'est comme si j'avais une cicatrice, comme s'il avait ouvert, il avait mis du sel dedans en fait. Mais en fait dans ma tête pour moi c'était normal parce que je me disais que quand t'as vécu un truc aussi grave, bah le chemin vers la guérison, il est forcément douloureux, tu vois. Donc forcément tu vas être confronté à des trucs qui sont pas forcément plaisants. Donc moi dans ma tête c'était en mode ok c'est comme ça qu'une thérapie ça doit
doit se passer, donc je vais continuer à retourner voir ce mec, tu vois. Et en fait, un jour, en discutant avec une ancienne amie à moi du collège qui est psychologue, elle m'a dit, mais en fait, ce qu'il t'a fait là, ton psychiatre, c'est pas normal du tout. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai été redirigé vers une thérapeute et on a fait une thérapie EMDR. Donc en gros, c'est une thérapie reprogrammation du cerveau. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en gros, ça permet de guérir les traumatismes. C'est une thérapie qui est prouvée scientifiquement, qui marche. Hein. Je ne vais pas dire que ça m'a complètement guéri parce que je pense qu'on ne guérit jamais vraiment d'un trauma, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à en parler. Et voilà, je vis mieux avec, alors qu'avant, c'est vrai que c'était des cauchemars, c'était des visions, des flashs. Enfin, je me souviens, des fois, pendant des nuits, je réfléchissais, je me disais, est-ce que j'ai pas tout inventé dans ma tête? Pendant longtemps, je me sentais coupable pour mon comportement les mois d'après, pendant les années. Et depuis que j'ai fait mon MDR comme toi, la dame a su m'expliquer, c'est normal, c'est logique. Tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de vouloir t'enfuir. Parce que si une personne ne te donne pas le droit, et ça c'est le problème avec certains thérapeutes en psychiatrie, ils ne te donnent pas le droit d'être fatigué, d'avoir du mal, d'être fâché sur tout le monde, et aussi avoir les comportements que j'avais. Au moment où elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais le sentiment, c'est la première fois qu'on me dit que j'ai le droit d'être une victime. Si même les professionnels qui sont formés, qui font 8 ans, 10 ans d'études, ne savent pas gérer ce genre de situation, comment tu veux qu'un individu lambda il sache le faire? Les hommes ayant subi des violences sexuelles très jeunes deviennent des prédateurs. Oula, je suis un peu mitigé. Moi je mets les deux aussi. Comment est-ce que tu vas lier ça? Le fait qu'un prédateur sexuel, le fait qu'il a subi des attouchements, par ce fait-là, que lui il va toucher d'autres personnes. Comment est-ce que tu vas... C'est compliqué. Il y a un truc qui a été prouvé et que c'est très clair. Quelqu'un qui a été violé, que ce soit enfant ou plus âgé, mais bon, pour les enfants c'est encore plus sensible bien sûr. C'est malheureux à dire, mais quand on est victime de ça, on va rechercher la sauce inconsciemment. Quand on a vécu ça, on remarque que beaucoup de victimes redeviennent victimes ou deviennent agresseurs. C'est simplement que dépendamment de d'autres aspects, tu deviendras plutôt agresseur ou tu seras plutôt victime dans le futur. Je peux le dire par exemple pour moi j'ai été violé. Donc le viol maintenant que j'ai expliqué n'était pas le premier. J'ai été violé en humanité pendant le moment où on est un week-end parti. Depuis lors, je remarque quand tu vois tout mon historique que je me suis retrouvé souvent dans des situations où peut-être pas extrêmes, mais quand même il y a eu des actions sexuelles envers moi qui n'étaient pas consenties. On peut pas faire de généralité sur une question comme ça. Et je pense que c'est un sujet qui est trop scientifique pour qu'on s'exprime dessus. Mais tu remarques dans plein de situations de la vie quotidienne que j'ai pas envie de faire de généralité encore une fois. Mais moi, j'ai remarqué par exemple dans mon entourage que beaucoup de femmes qui avaient des relations avec des hommes toxiques, par exemple, elles reproduisaient tout le temps ce schéma. En fait, je pense qu'il y a des choses qui font que dans ta vie, quand tu subis certains traumatismes, bah, tu as tendance à reproduire des comportements autodestructeurs. J'avais lu des fois quelques articles qui disaient qu'effectivement, quand tu es victime de violences sexuelles, bah, tu peux à ton tour devenir prédateur. Mais je pense que c'est pas une fatalité. Depuis que je me suis fait agresser, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai peur des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des potes garçons, j'ai pas de problème à traîner avec eux ou quoi que ce soit. Mais par exemple, j'ai peur de me retrouver seul dans une pièce avec un homme. Généralement, quand c'est des gens que je connais, avec qui j'ai confiance, je suis à l'aise et tout, j'ai pas ce problème-là. Mais quand c'est des gens, par exemple, des vagues connaissances, on va dire, c'est plus compliqué pour moi de me retrouver seul avec eux parce que, bah, vu que quand je me suis fait agresser, j'étais avec une personne avec qui, a priori, j'avais quand même un certain niveau de confiance. Maintenant, en fait, automatiquement, dans ma tête, je me dis n'importe qui peut me faire la même chose qu'on m'a fait. Mais vous, par exemple, je suis à l'aise avec vous. Hein, j'ai pas. Mais j'ai une question. Est-ce que t'as pas aussi difficile de reprendre un coach sportif? Bah en fait, moi, c'est-à-dire que je vais plus à la salle depuis un long moment là. J'ai eu de la chance dans mon histoire, c'est-à-dire que par rapport à d'autres personnes, moi, j'ai quand même pu avoir une confrontation, tu vois, avec la personne qui m'a agressé. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, je fais de la création de contenu sur YouTube et à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur cette agression. Forcément, j'habite dans une petite ville, donc une vidéo comme ça, c'est sûr que tout le monde l'a vue, surtout que la vidéo, elle avait genre, en peut-être 3 jours, elle avait fait 100 000 vues, donc forcément, tout le monde l'a vue dans ma ville, tu vois. Forcément, il a commencé à avoir des bruits de couloir, tout le monde se demandait qui ça peut être, la fameuse personne, parce que j'ai pas dit son nom. C'était super compliqué pour moi de retourner à la salle à ce moment-là, parce que en fait, j'avais l'impression, je sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité, mais j'avais l'impression que dès que je posais un pied dans la salle, c'est comme si genre tout le monde me regardait, tu vois. Et en fait, l'histoire a pris tellement d'ampleur que du coup, mon agresseur, il m'a recontacté. Et il m'a dit, en fait, je comprends pas ce que tu es en train de raconter sur moi sur internet parce qu'en fait moi je t'ai jamais fait tout ça, tu vois. Et ça a été compliqué encore plus parce que du coup ça m'a remis dans un cycle où je me suis dit je suis en train d'inventer tout ça, tu vois. Donc du coup on a une confrontation
téléphonique avec mon agresseur. Mon agresseur, il se faisait passer un peu pour la victime dans l'histoire, en mode c'est moi un peu qui l'avais chauffé, sauf que, mec, j'étais allongé sur un tapis de sport, t'étais en train de me faire des étirements et tu m'as touché la teub, donc en fait, je vois pas à quel moment je l'ai cherché. Et en fait, ça a pris des proportions qui ont été assez graves parce que du coup, lui, son poste, il était menacé à la salle de sport. C'est pour ça qu'en fait, après, on a eu une confrontation. En fait, le patron de la salle de sport, il a dit on va organiser une confrontation, on va se voir. On a parlé, on a discuté, mais je me suis rendu compte que lui-même, en fait, il avait même pas conscience que ce qu'il avait fait, c'était une agression. Que pour lui, moi, j'étais consentant. Parce que quand il m'a touché, j'ai eu une érection. Moi, j'ai porté plainte. Mais je dois avouer que j'ai essayé 3 fois de porter plainte. 3 fois dans 3 endroits différents. La situation s'est passée au centre de Bruxelles. Je vais alors au commissariat à la Grande Place. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je venais d'une autre organisation. Et donc j'étais envoyé par l'organisation et j'étais allé là-bas pour porter plainte. Et puis j'ai essayé d'expliquer, mais je n'ose pas, j'arrivais pas à dire les mots comme ils étaient. Elle comprenait pas. Et puis je disais, mais on m'avait dit que je pouvais avoir une conversation à part. Elle a dit, non, tu m'expliques qu'est-ce que c'est ou je t'aide pas. Ah, t'es ici pour un viol, alors tu dois aller là-bas. Je me suis senti hyper mal. J'ai attendu 1 heure pour avoir le service qui aidait et la dame a dit « T'as vécu trop ici, je ne vais pas prendre le dossier, je ne vais pas commencer et je te conseille de, pendant plusieurs mois, essayer autre part. » J'ai essayé quand j'étais en psychiatrie. Là, le monsieur m'a dit mot pour mot, tu es un homme, tu sais pas du violer, donc je pouvais même pas commencer un dossier. Heureusement, la 3e fois a marché, j'ai expliqué un peu la situation et c'est la commissaire qui était une femme qui a dit « Moi, je vais le faire parce que je crois que pour l'instant, je suis la seule personne qui pourra bien t'aider à faire le dossier. » Ça fait combien de temps que t'as pas eu de nouvelles? Ça fait déjà presque 2 ans. Waouh. D'accord. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pas voulu porter plainte et j'ai pas voulu me lancer dans ça en fait. Tout le monde disait pourquoi il va pas porter plainte, pourquoi au lieu de faire du raffut, il va pas à la police, il va pas raconter son histoire. Si c'était vrai, pourquoi il irait pas porter plainte? Et en fait, moi j'avais pas envie parce que je sais très bien comment ça fonctionne les commissariats en France. Tu vas rentrer, soit on va te rironner, soit il y a quelqu'un qui va refuser de prendre ta plainte. Ensuite, ça coûte cher, ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement mental. Autant que je me concentre sur ma santé mentale plutôt que d'investir de l'argent dans un avocat, d'investir du temps à aller au commissariat, de faire des confrontations alors que ça va rien m'apporter. Et ça aussi, dans la tête des gens, c'est pas quelque chose de concevable. Si t'as rien à te reprocher et si tu dis la vérité, pourquoi tu vas pas porter plainte? Et justement, si tu vas pas porter plainte, pour eux, t'es un menteur. Honnêtement, si je sais qui sont les ravisseurs, je dirais pas à mes parents. Mais mon papa a bien fait comprendre que s'il savait qui c'était... C'est marrant parce que mon père, il a réagi de la même manière. En même temps, t'es un père, tu vas réagir comment? Non, Ouais, non, mais c'est la solution, c'est pas la solution. Bien sûr, c'est pas la solution, mais je pense que je serais... dis bien, il y a une justice, portez plainte. Non, Protège-moi, protège-moi. Déjà, ouais, il y a une justice. Le mot de la fin. Quand quelqu'un vient vous raconter son histoire, vient vous raconter les violences qu'il a subies, s'il vous fait suffisamment confiance pour vous en parler, en fait, écoutez-le et croyez-le. Qu'il le raconte à la rigolade, qu'il le raconte de manière sérieuse, écoutez-le et prenez sérieusement ce qu'il a à dire parce que vous savez pas ce que les personnes elles traversent en fait. C'est important de savoir, c'est pas facile et je crois qu'on peut toujours chercher de l'aide, mais c'est une partie très personnelle. Une chose est sûre, quand vous avez vécu, on ne pourra jamais dire que vous n'êtes pas une personne forte.